à tous. Lorsque mon collègue Patrick Boucheron m'a proposé de participer à ce colloque de rentrée sur migration, réfugiés, exil, j'ai pensé qu'il pouvait être intéressant de remettre dans une perspective de temps très, très profonde, 2 millions d'années, cette question des déplacements de population et singulièrement des déplacements de population entre le continent africain et l'Europe. Et je vais essayer, dans un temps très court, de résumer une très longue histoire qui est, vous allez le voir, compliquée, mais qui comporte effectivement beaucoup de migrations et aussi beaucoup de dispersions. J'ai voulu ajouter ce terme dans le titre de ma présentation, car en fait, des migrations délibérées apparaissent surtout à la fin des temps préhistoriques, avec le développement de l'agriculture, mais auparavant, ce à quoi on a affaire, c'est généralement des dispersions de population à l'intérieur d'une niche écogéographique, d'un certain domaine que ces formes archaïques peuvent exploiter. Il est aujourd'hui sur Terre une seule espèce humaine, cet Homo sapiens, mais vous voyez qu'elle a été précédée par un très grand nombre de formes. Il y a sur ce tableau plus de 25 noms. Les spécialistes se chamaillent un peu pour savoir s'il ne faudrait pas regrouper certains de ces termes. Nous ne sommes pas très sûrs que toutes ces espèces représentent véritablement des espèces biologiques. On sait qu'il y a eu des échanges de matériel génétique entre ces formes, mais en tout cas, elles sont sur le plan phénotypique, sur le plan de la morphologie, assez distinctes les unes des autres et souvent adaptées à des exploitations du milieu qui sont un petit peu différentes. La plus grande partie de cette histoire, depuis plus de 7 millions d'années jusqu'à environ 2 millions d'années, se déroule entièrement en Afrique. Et l'homme et ses prédécesseurs sont des primates adaptés à la vie dans un milieu tropical pendant très longtemps, et ça n'est qu'assez tardivement, et je dirais laborieusement, que les hominines ont pu coloniser les moyennes latitudes de la planète et beaucoup plus tard les hautes latitudes. Cette situation exceptionnelle à l'échelle des temps géologiques, une seule espèce qui a colonisé toute la planète, en réalité, s'est déjà produite dans le passé. Et si on remonte autour d'il y a environ 1,2 million d'années, on trouve une espèce qui s'appelle Homo erectus et qui est une espèce qui a réussi un modèle adaptatif extrêmement efficace et qui a, à un moment donné, supplanté toutes les autres formes d'hominines qui existaient sur le continent africain. Et cette espèce Homo erectus, c'est une espèce qui, pour la première fois, va quitter le continent africain. C'est une forme qui est assez primitive. Elle a un cerveau qui fait encore moins de la moitié de la taille d'un cerveau d'homme moderne. Elle a aussi un mode de croissance et de développement qui est plus proche de celui des grands singes que celui des hommes actuels. Mais d'autre part, elle réalise un modèle à la fois sur le plan morphologique, anatomique et sur le plan du comportement, qui l'a fait considérer par la plupart des spécialistes comme, dans le fond, la première forme humaine véritable, le premier homme. Et cet homme, il a des proportions corporelles assez proches de celles d'un homme actuel. Il se distingue des australopithèques qui ont précédé. C'est un bipède extrêmement efficace qui non seulement est adapté à la marche sur de longues distances, mais aussi à la course. Et on connaît un très grand nombre d'empreintes de pas de cet homme. Et cette empreinte de pas qui date d'1,5 million d'années, qui a été découverte en Afrique de l'Est, c'est une empreinte de pas qui est identique à l'empreinte de pas que vous laissez sur la plage
sur le sable mouillé. Je parlais d'un modèle adaptatif nouveau. Ce modèle adaptatif, en fait, sa description tient en peu de mots. C'est d'abord une libération totale des arbres. Ce sont des formes qui évoluent dans un milieu complètement ouvert. Et c'est aussi une adaptation à la prédation. L'homme, c'est un primate carnivore, c'est un primate chasseur, et cette prédation, elle se développe autour de 2 millions d'années en Afrique. On commence à trouver des sites archéologiques qui recèlent des milliers de fragments osseux qui ont été concassés pour en extraire la moelle, qui portent des traces de découpe, et un outillage lithique qui se développe de façon considérable à cette époque-là. Et donc cet Homo erectus, c'est un homme qui peut se déplacer sur de grands territoires et qui, grâce à son mode d'exploitation de l'environnement, va pouvoir, d'une certaine façon, se libérer d'un certain nombre de conditions du milieu et pénétrer hors d'Afrique dans le sud de l'Eurasie. Alors très longtemps, les hominines ne vont pouvoir occuper que les zones les plus chaudes de l'Eurasie et de façon assez spectaculaire, on observe que les sites les plus anciens en Eurasie dans lesquels on trouve ces Homo erectus et leurs industries sont des sites qui s'alignent sur le 40e degré de latitude nord. Et ça n'est que de façon assez sporadique qu'ils vont pouvoir pénétrer plus au nord, peut-être de façon saisonnière et aussi au gré de fluctuations climatiques. Je vais vous montrer un petit peu comment ces fluctuations ont pu influencer cette dispersion. Et en tout cas, ces latitudes qui sont au-dessus du 40e parallèle ne sont occupées que de façon très inconstante. Cette dispersion des hominines sur de très très grandes distances géographiques, combinée à un climat qui varie de façon considérable au cours, disons, du dernier million d'années, avec une alternance dans les moyennes latitudes de cycles glaciaires et interglaciaires, va aboutir à la formation d'un certain nombre d'entités biologiques. Alors on peut les appeler des espèces, on peut les appeler des dèmes, en tout cas de formes qui sont assez différentes les unes des autres dans différentes régions géographiques à cause de l'isolement génétique, de la distance qui sépare ces groupes, et puis aussi de conditions démographiques et de conditions de milieu qui accélèrent les phénomènes de dérive génique et les pressions de sélection de façon alternative. On a un grand groupe qui se développe en Eurasie avec deux branches, les Néandertaliens dans l'ouest de l'Eurasie, spécialement en Europe, un groupe nouveau qui a été découvert récemment en Asie qu'on appelle les Denisoviens, et puis c'est en Afrique que l'histoire va se poursuivre avec l'émergence de notre propre espèce. Ce qui est absolument remarquable quand on regarde toutes ces formes qui se développent pendant le Pléistocène moyen, au cours des derniers 800 000 ans, c'est le fait que, de façon parallèle, elles réalisent des adaptations comparables, et en particulier, on voit de façon séparée chez les Néandertaliens et chez les hommes modernes, en tout cas chez les ancêtres des hommes modernes, on voit la taille du cerveau augmenter de façon assez spectaculaire. Ce coefficient d'encéphalisation ne représente pas la taille du cerveau dans l'absolu, mais la taille du cerveau rapportée à la masse corporelle. Et vous voyez que, dans le fond, si on regarde ce qui s'est passé au cours du dernier 1,5 million d'années, eh bien, il y a une très longue période de stagnation où la taille du cerveau augmente, mais elle augmente essentiellement parce qu'il y a une augmentation de la taille corporelle chez tous ces hominides. Et le cerveau
grandit énormément indépendamment de la masse corporelle, surtout au cours du dernier demi-million d'années, justement quand on a cette séparation entre néandertaliens, Homo sapiens et dénisoviens. Après cette première phase de dispersion des hominines et cette phase de diversification, on pense qu'il y a peut-être une seconde dispersion hors d'Afrique, mais celle-ci est beaucoup plus débattue. Pourquoi ? Eh bien parce que les formes qui sont les formes ancestrales des néandertaliens et des hommes modernes, qui sont représentées ici par quelques exemples, sont des formes qu'on trouve naturellement à la fois en Afrique et en Eurasie, et elles sont anatomiquement très proches. Donc au minimum, on imagine que pendant cette période-là, eh bien, il y a encore des connexions assez étroites entre ces différentes zones continentales. Le scénario alternatif, eh bien, c'est que en fait, ces formes qu'on trouve en Europe, disons autour de 600 000, 500 000, ce sont des formes qui sont venues d'Afrique. Et l'argument qui soutient cette hypothèse, c'est que ces outillages acheléens avec ces bifaces que l'on commence à trouver en Europe aux alentours de 650 000 ans, eh bien, sont des outillages qu'on connaît en Afrique depuis au moins 1,5 million d'années. Les plus anciens ont même 1,8 million d'années en Afrique de l'Est. Et donc, on imagine que ces formes qui vont donner les néandertaliens en Europe, les hommes modernes en Afrique, eh bien, ont effectué une deuxième sortie d'Afrique, si je peux dire, vers le milieu du Pléistocène moyen, et on voit ces assemblages, ces industries se répandre en Afrique. Alors cette seconde sortie d'Afrique, elle est, je dois le dire, assez débattue, et d'ailleurs on se demande si c'est une sortie d'Afrique ou une sortie plutôt du Proche-Orient, mais nous n'avons pas vraiment le matériel pour répondre à cette question. Alors en Afrique, va émerger au cours des derniers 300 000 ans des formes que l'on assigne à notre espèce, Homo sapiens, et sont des formes qui possèdent encore des caractères assez primitifs, en particulier en ce qui concerne la boîte crânienne et le cerveau. Je vous ai dit que le cerveau allait continuer à évoluer de façon considérable pendant les dernières centaines de milliers d'années, mais ces hommes possèdent déjà une morphologie faciale qui est une morphologie faciale qui est presque identique à la nôtre. Donc cet homme de Djebel Irhoud au Maroc, son crâne a l'air assez impressionnant, mais c'est une face que vous pourriez croiser dans la rue aujourd'hui. Quand je dis ça, les gens me disent dans le métro on croise toutes sortes de gens, mais vous pourriez croiser une face comme celle-là. Elle est pratiquement indiscernable de ce qu'on trouve chez des hommes actuels et très différente de ce qu'on trouve chez les néandertaliens. Et donc vous voyez qu'on a des arguments paléontologiques pour enraciner notre espèce au sein du continent africain. Alors ces arguments paléontologiques, ils sont complétés par de nombreux autres arguments que je n'ai pas le temps de vous exposer, mais singulièrement des arguments d'ordre génétique. Et ces arguments d'ordre génétique, ils ont commencé à être développés à la fin des années 80. Ils ont d'abord porté sur les résultats de l'analyse de l'ADN mitochondrial. Cet ADN mitochondrial, c'est un ADN extrêmement simple. Ce n'est pas l'ADN de vos chromosomes, c'est l'ADN qui est contenu dans des petites organites cellulaires qu'on appelle les mitochondries. Et cet ADN a l'avantage d'être très simple, d'être très abondant, de se transmettre sans recombinaison d'une génération à l'autre, et il est transmis uniquement par les femmes, c'est-à-dire les mères les transmettent leur ADN mitochondrial à leurs enfants. Et donc on peut assez facilement
reconstituer un arbre phylogénétique de toutes les variétés de cet ADN mitochondrial qui existe aujourd'hui sur la planète dans différentes populations. Et lorsque l'on reconstitue cet arbre, eh bien, ce que l'on observe, c'est que les formes les plus anciennes de cet ADN mitochondrial, celles au sein desquelles s'enracinent toutes les variétés les plus récentes, eh bien, ce sont des lignées que l'on trouve exclusivement en Afrique. Et toutes les lignées, tous les haplotypes qui sont connus hors d'Afrique, dans le fond, représentent une branche de cet arbre très compliqué qui s'enracine en Afrique. Et la conclusion de ce genre d'étude, c'est que, dans le fond, l'humanité moderne existant hors d'Afrique, c'est une espèce de branche d'un arbre qui est enraciné dans le jardin africain et qui est en quelque sorte passé au-dessus du mur et qui s'est développé dans le jardin des voisins. Cette structure-là, on la trouve pour le chromosome Y, qui lui est transmis par les hommes, et puis toutes les études qui ont été menées sur l'ADN nucléaire dans sa totalité, eh bien, depuis maintenant une vingtaine d'années, confirment absolument cette structure. Les désaccords entre les spécialistes portent uniquement sur en fait, l'historique du déploiement de ces différentes lignées, mais l'enracinement africain ne fait aucun doute. Cette lignée, cet haplotype L3 qui est connu en Afrique et qui est à la racine de tous les haplotypes connus hors d'Afrique, quand on essaie de localiser son point d'origine en Afrique, eh bien, vous voyez qu'on se concentre sur un petit coin d'Afrique qui est l'Afrique de l'Est. Et l'Afrique de l'Est est souvent regardée comme la zone d'origine de tous les hommes modernes. Alors c'est une question qui est assez débattue. Il y a des arguments génétiques qui prêchent plutôt en faveur de l'Afrique du Sud. En général, c'est toujours l'Afrique subsaharienne qui est regardée comme la zone d'origine de l'humanité moderne. Le problème de ces études génétiques, évidemment, c'est qu'elles n'ont pas accès au génome de populations de chasseurs-cueilleurs qui ont peuplé autrefois les zones sahariennes et l'Afrique du Nord et qui ont été remplacées récemment au cours de la préhistoire. Et donc, il est fort possible que dans ces régions-là aient existé, je veux dire au nord du Sahara, des populations comparables à celles des San actuelles d'Afrique du Sud ou des Hadza de l'Afrique de l'Est. Parallèlement à cette émergence de l'homme moderne, eh bien, on voit aussi des changements sur le plan comportemental, sur le plan technique se produire. Et toujours en Afrique subsaharienne, on voit se développer des technologies tout à fait nouvelles, avec notamment le développement d'armes de jet pour tuer à grande distance. Et puis surtout, on voit se développer les premières représentations symboliques des formes géométriques assez simples, gravées sur des blocs d'ocre, comme à Blombos, par exemple, en Afrique du Sud. Et surtout, on voit pour la première fois apparaître des objets de parure qui sont des coquillages percés. Alors, ces coquillages percés ne sont pas très spectaculaires comme objets, mais ils signifient quelque chose de très important, c'est que ces hommes ont déjà une tradition de représentation symbolique du statut, à la fois des individus, peut-être des groupes, et ce développement des objets de parure, on le pense, est lié à l'existence de réseaux sociaux beaucoup plus complexes que ce qui a pu exister auparavant au cours de l'évolution humaine. Alors quand on zoome un petit peu en dehors de l'Afrique du Sud, eh bien, on se rend compte qu'en fait, à l'échelle de tout le continent africain, on observe une évolution similaire, et notamment en Afrique du Nord, dans des régions où mon équipe travaille, eh bien, on a des productions
d'armes et d'outils qui ressemblent beaucoup en fait à ce que l'on trouve en Afrique du Sud, des objets en os, de l'utilisation de pigments colorés, et surtout, et cela c'est absolument extraordinaire, on retrouve au Maroc les mêmes objets de parure. Et quand je dis les mêmes, je ne veux pas dire simplement des coquillages percés qui sont utilisés pour produire des signaux qui ont une signification sociale, mais le même genre de mollusques. Hein. Donc il faut bien se rendre compte que ces coquillages de gastéropodes du genre Nassarius qu'on trouve sur les plages, eh bien, sont des coquillages qu'on trouve au milieu de tas d'autres espèces de gastéropodes et de lamellibranches le long des plages. Et c'est assez fascinant de voir qu'à l'échelle d'un continent comme l'Afrique, on a ce même comportement qui s'est développé autour, disons, d'il y a une centaine de milliers d'années. Et cela, ça suppose des échanges, la diffusion d'innovations, la diffusion de traditions à une échelle transcontinentale qui est vraiment quelque chose d'assez impressionnant. Alors cette diffusion, elle est facilitée par le fait qu'il y a des changements environnementaux très importants qui se produisent pendant toute cette époque-là, et en particulier, on a des périodes humides pendant lesquelles le Sahara disparaît pratiquement complètement, avec des lacs dont certains font la taille de l'Allemagne actuelle, des fleuves qui courent au travers du Sahara vers la Méditerranée et des faunes de grands mammifères qui sont exploités par les chasseurs-cueilleurs de cette période-là. On a identifié un certain nombre de phases de Sahara vert et en particulier, on en a identifié une qui date d'environ 120 000 ans. Et c'est probablement cette phase de Sahara vert qui va permettre l'expansion de ces hommes modernes qui commencent à nous ressembler beaucoup hors d'Afrique, au Proche-Orient. Et on a, vers cette époque-là, des outillages qui sont connus en Arabie Saoudite, en Oman, le long de la mer Rouge, qui, dans le fond, rappellent énormément ce qu'on connaît à l'époque en Afrique. Ces formes, ces nucléus de pierre ne sont pas des outils, ce sont des blocs de silex qui permettent la production de pointes. Eh bien, on les trouve le long de la vallée du Nil, aussi bien que près du golfe Persique. Et donc, on sait déjà que vers cette époque, on a déjà probablement des hommes modernes qui ont posé le pied hors d'Afrique. Alors, ces hommes modernes, anatomiquement, enfin, leurs ossements, on ne les connaît pas dans toute cette péninsule arabique, on les connaît en Israël, donc dans le sud du Levant, toujours vers la même époque. Et ces hommes qui commencent à nous ressembler énormément, eh bien, ont des comportements qui ressemblent à ceux des Néandertaliens en termes de production d'outillage lithique, mais qui deviennent très complexes avec des sépultures qui sont des sépultures comme celle de Kavzé qui sont assez complexes, avec des sépultures doubles, des sépultures d'enfants dans lesquelles on a des offrandes, et on va retrouver encore et encore ces objets de parure qui ont été identifiés d'abord en Afrique du Sud, ensuite en Afrique du Nord, et qui suivent ces hommes au Proche-Orient, et c'est toujours ce genre de gastéropode qui s'appelle Nassarius, qui semble avoir une grande importance pour ces premiers hommes modernes hors d'Afrique. La dispersion ensuite des hommes modernes sur le reste de la planète va se précipiter. On va avoir une colonisation du sud de l'Eurasie vers l'Australie qui est atteinte il y a environ 50 000 ans.
L'Europe, si je peux dire, va résister un peu plus longtemps, probablement parce que les populations néandertaliennes sont assez nombreuses et bien adaptées. Et puis surtout, autour du dernier maximum glaciaire, les hommes vont pouvoir pénétrer dans le nord de l'Asie et finalement, à travers le détroit de Bering, passer dans les Amériques. Alors cette expansion de ces hommes modernes, elle se fait au détriment d'autres formes humaines. La fin de l'histoire est quand même un petit peu triste, si je peux dire. Je vous ai expliqué au début de mon exposé que nous étions une espèce orpheline. Nous n'avons plus de cousins sur Terre comme les Néandertaliens ou les Denisoviens. J'imagine la complexité de la table ronde d'hier si on avait à discuter de traitement qu'on doit accorder aux Néandertaliens. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est que cette expansion des hommes modernes, eh bien, ça n'est pas un remplacement total des populations locales, c'est en partie une assimilation. Et on a des échanges géniques, de l'hybridation, un petit peu comme ce qu'on observe entre les ours blancs et puis les grizzlies, ou des formes d'éléphants ou de chevaux, de zèbres pléistocènes. On a des échanges géniques entre tous ces groupes qui sont étudiés de mieux en mieux, puisqu'on a accès au génome des Néandertaliens maintenant. Et donc, nous portons tous à peu près 2% en moyenne d'ADN néandertalien. Ça ne change pas beaucoup notre apparence ni notre biologie, mais enfin, il faut le savoir. Donc, on a un tout petit peu d'assimilation, d'absorption de ces néandertaliens, mais enfin, au final, on a quand même une extinction de ces groupes et un remplacement. Alors, on se pose énormément de questions sur le pourquoi de ce remplacement. On a identifié toute une série de mutations chez l'homme moderne qui sont présentes chez tous les hommes modernes, partout sur Terre, donc qui doivent probablement avoir un grand avantage sélectif. Quelle que soit l'histoire de ces mutations, elles se sont fixées dans toutes les populations modernes. Elles sont absentes du génome des Néandertaliens et des Denisoviens, et certaines d'entre elles affectent le développement du cerveau ou son fonctionnement, encore qu'il y ait beaucoup à dire sur l'expression de ces gènes et surtout sur la nature du phénotype néandertalien ou dénisovien. On a imaginé énormément de raisons pour lesquelles les hommes modernes ont pris le dessus sur ces populations archaïques. Probablement qu'une des raisons principales, c'est leur capacité, au-delà de ces coquillages percés qu'ils transportaient avec eux, c'est de produire de plus en plus de symboles, de signes, de codes qui sont totalement absents des populations néandertaliennes qui les ont précédées. Et toutes ces représentations sont certainement, dans le fond, la manifestation de croyances partagées entre tous ces groupes. Et ces croyances, eh bien, sont les fondations de réseaux sociaux extrêmement étendus. Et ce sont ces réseaux sociaux très étendus qui probablement expliquent leur supériorité. Alors on connaît de mieux en mieux, en tout cas pour l'Europe, l'histoire des différentes populations qui se sont séparées et ensuite parfois mélangées pour donner les Européens actuels. Au cours de cette évolution récente, disons des derniers 40 000 ans, on a une baisse constante de la part d'ADN néandertalien que nous avions absorbé au départ, 4%, quelque chose comme ça, parce qu'il y a une sélection négative d'une partie de cet ADN. Et on en arrive à la fin de la dernière glaciation à des hommes qui sont pratiquement comme vous et moi. Ils ont fixé un certain nombre de gènes qu'ils ont hérités des Néandertaliens et qui leur donnent des avantages locaux dans l'environnement européen, en particulier des gènes qui sont liés au système immunitaire.
Mais à côté de ça, ils ont aussi développé leurs propres mutations pour s'adapter à cet environnement. Alors, ce sont des adaptations qui sont liées d'abord essentiellement à l'immunité, ensuite à l'adaptation au climat. Et une des adaptations les plus spectaculaires, qui est un peu cosmétique mais qui est très visible, eh bien, c'est la couleur de la peau. Et ces hommes, ces Africains qui sont arrivés en Eurasie et qui étaient de couleur foncée, eh bien, vont progressivement acquérir une couleur beaucoup plus claire, une couleur de peau beaucoup plus claire. Le début de ce processus date d'il y a environ 30 000 ans. Mais on a découvert très récemment, il y a seulement 2-3 ans, 2 ou 3 restes d'hommes du Mésolithique européen sur lesquels on a pu extraire suffisamment d'ADN pour justement aller vérifier la couleur de la peau de ces hommes. Ça a été une très très grande surprise de voir qu'il y a encore 7000 ans, donc à la veille du néolithique, eh bien, les chasseurs-cueilleurs qui vivaient ici en Espagne, eh bien, c'était des chasseurs-cueilleurs qui avaient encore, sur les 3 haplotypes qui conditionnent la couleur claire de la peau chez les Européens actuels, avaient encore 2 de ces haplotypes qui étaient sous la forme primitive. Et alors vous me direz, c'est l'Espagne, c'est très ensoleillé. On en a un qui est au Luxembourg et qui, lui, était encore plus foncé, avec déjà des yeux clairs, mais une peau qui était probablement, qui ressemblait beaucoup à celle des Africains actuels. Donc voilà, la conclusion de tout ça, eh bien, c'est que nous sommes tous des immigrés africains, et même les véritables Européens, les Néandertaliens, que nous avons remplacés, eh bien, eux-mêmes avaient déjà des ancêtres africains. Et je vous laisse avec cette représentation un petit peu hétérodoxe du Jardin d'Éden qui a été produite par une artiste sud-africaine qui s'appelle Karine Miller et qui est assez loin des représentations de Cranach ou d'autres artistes européens. Je vous remercie pour votre attention.